C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance, devant vos écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition de ce vendredi 11 septembre 2020, les titres pour démarrer. 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une attaque d'hommes armés la nuit de ce jeudi dans la commune de Matongo de la province de Kayanza. Selon le gouverneur de Kayanza qui confirme cette attaque, les hommes armés sont venus de la forêt de la Kibila. Aussi longtemps donc que les problèmes qui hantent le pays ne sont pas résolus à travers un dialogue inclusif, la guerre au Burundi prendra une très grande intensité. C'est la lecture du journaliste Innocent Mourosi. Les postes politiques devraient être différenciés des postes techniques lors de recrutement pour éviter les recrutements qui se font selon des critères non objectifs de clientélisme. La proposition est de Faustin Ndikumana, expert en économie et dans la bonne gouvernance. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, page insécurité pour démarrer cette édition. 6 personnes ont été tuées, 3 autres blessées dans une attaque d'hommes armés la nuit de ce jeudi dans la commune de Matongo de la province Kayanza. C'est le gouverneur de Kayanza qui confirme cette attaque. Les hommes armés sont venus de la forêt de la Kibila. La présence des mouvements rebelles armés sont aussi signalés dans les provinces de Rumongue, Bujumbura rural et Bururi, où plusieurs personnes accusées de complicité avec ces groupes armés ont été arrêtées. Les précisions avec Thierry Biglindavi. Cette attaque a eu lieu aux environs de 20h30 la nuit dernière à Nyarumanga dans la commune Matongo de la province Kayanza. Le bilan de cette attaque fait état de 6 personnes tuées et de 3 blessés. 2 autres personnes sont portées disparues. Le gouverneur de la province Kayanza a confié à nos confrères de l'agence burundaise de presse que ceux qui ont attaqué sont venus de la forêt de la Kibila et ils sont retournés après ce forfait. Ces malfaiteurs sont venus dans la forêt de Kibila et puis ils sont passés dans une forêt qui est très loin de la position et ils sont arrivés jusqu'au centre qui est tout près d'un centre de santé, Nyarumanga. Et puis, ils sont assassinés 6 personnes et d'autres biens en nature volés. Du coup, ils ont échangé des tirs avec les forces de l'ordre qui étaient tout près du centre de santé. Ces bandes armées se sont repliées. C'était pendant la nuit, les militaires n'ont pas pu les arrêter. Ces derniers ont regagné la forêt de Kibila. La même insécurité caractérise actuellement les provinces de Bujumbura rural, Mwaro, Bururi et Rumongue. Dans cette province de Rumongue, les militaires du camp marine et les policiers ont brûlé plusieurs pirogues de pêche soupçonnées d'avoir été utilisées par les rebelles pour entrer au pays. Cette activité a été supervisée par le commandant de la marine, général de brigade Bibonimana Venant. Ce jeudi, dans la ville de Bujumbura, des grenades ont explosé au 2e avenue de la zone Buyenzi, dans la commune de Mukaza. Un certain Jean-Marie est mort sur le champ. Suite à la présence de ces groupes armés, des arrestations intempestives ont été signalées dans les provinces de Bujumbura rural, Bururi, Mwaro, Kirundo et Rumongue, respectivement dans les communes Kanyosha, Mugamba, Rusaka, Gitobe et Burambi. Toutes les personnes arrêtées sont accusées de collaborer avec les mouvements rebelles. Même si pour le moment le gouvernement reste silencieux, l'insécurité est signalée presque partout dans le pays, du nord au sud en passant par l'ouest. Merci à Thierry Biglindavi. Même si les dirigeants du Burundi continuent à montrer que tout est normal dans le pays, le Burundi connaît une situation de guerre discrète. C'est la lecture du journaliste Innocent Mourosi. Pour lui, aussi longtemps que les problèmes qui hantent le pays ne sont pas résolus à travers un dialogue inclusif, cette guerre prendra une très grande intensité. Suivez-le. Depuis bientôt 3 semaines, il y a une situation de guerre larvée pratiquement avec des accrochages réguliers entre l'armée et des groupes armés qui sont dans le pays. Un de ces groupes s'est clairement déclaré, c'est le raid de Tabara. Il y a d'autres qui ne se déclarent pas manifestement mais qui sont aussi là. Et ces mouvements sont dans le pays, agissent suite à ce que nous connaissons tous depuis plus de 5 ans, où l'État ne reconnaît plus du tout aux citoyens leur pleine citoyenneté, les enlèvements, les assassinats, les viols, les disparitions forcées, tous ces crimes qui se commettent au vu et au su de tout le monde, et maintenant des gens du parquet qui se font proprement tabasser à 2 reprises par la milice du parti au pouvoir. Encore une fois, au vu aussi de tout le monde, c'est quelque chose qui
qui échappe à tout entendement, mais on a l'impression qu'il ne se passe rien au Burundi. Le gouvernement fait comme s'il ne se passait rien, comme si tout va bien, tout s'améliore, les réfugiés sont en train de rentrer, etc. etc. Il y a comme une stratégie de camouflage pratiquement. Ils essaient de camoufler la situation qu'il y a dans le pays pour pas que ça fasse du bruit, pour pas que la communauté internationale se réintéresse au Burundi par rapport à la situation de crise dans laquelle se trouve le pays. Ils essaient de dire que tout est normal, il y a eu un changement de président et de gouvernement, tout se passe bien. Alors que la guerre est là. La guerre est là. Et même si les escarmouches actuelles, même si les citoyens burundais qui ont pris les armes et qui se battent contre l'État aujourd'hui étaient vaincus, mais c'est certain que d'autres demain recommenceront. Parce que le problème est tel qu'on ne laisse pas d'autres options aux citoyens que de se battre par les armes. Ce qui est malheureux, mais si vous n'avez plus d'autre choix que de défendre votre vie, défendre la vie des vôtres, défendre votre pleine citoyenneté, que par les armes, parce que les autres voient le dialogue que les gens réclament depuis 5 ans n'arrive pas à être obtenu, pour des raisons que nous connaissons tous, nationales, régionales. Donc c'est un peu ça. Et ils ont beau essayer de camoufler ce qui se passe, regardez maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Des bateaux de pêche sont en train d'être détruits publiquement, méthodiquement, désarticulés, brûlés, parce qu'accusés de transporter des rebelles. Les coups de feu à Kayanza, c'est la nuit dernière, les attaques qu'il y a eu suite à des gens qui se trouvent dans la forêt de la Kibira. Donc tout ça montre qu'on est dans une situation de guerre, certes de faible intensité, mais d'une façon ou d'une autre, cette guerre deviendra de très grande intensité aussi longtemps que les problèmes qui sont à la base de cette situation ne sont pas résolus de la manière appropriée, c'est-à-dire un véritable dialogue inclusif avec tous les acteurs burundais qui peuvent apporter une solution durable à la crise que nous traversons depuis plusieurs années. Page justice, les Imbonerakure sont aujourd'hui au-dessus de la loi. En témoigne leur attaque contre 8 juges de la cour d'appel de Nangwa à mairie de Bujumbura le 25 août dernier. Un triste constat fait par Maître Jeanne d'Arc Zaninyana. L'avocate s'insurge contre le silence des plus hautes autorités judiciaires. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana avertit aujourd'hui ce sont les magistrats qui sont tabassés. Demain, ça peut être le chef de l'État en personne. Elle était invitée dans l'émission Club de la presse animée par Franck Kaze. Comme vous savez, le pays a, je dirais, 3 sortes de pouvoirs. Il y a le législatif, il y a l'exécutif qui commence, le législatif, et puis il y a le judiciaire. Quand on voit, en principe, les magistrats, quand on voit les juges, on voit en eux cette justice, on voit en eux le droit, on voit en eux encore plus la société, parce que c'est eux ils sont là pour la société, ils sont là pour rendre justice dans la société. Donc leur rôle les protège d'office. Leur rôle protège d'office, et même le code pénal de notre pays, le code pénal livre 3 de 2017, en son article 409, stipule très bien que tout acte de menace ou d'intimidation envers les magistrats et qui est fait par les plaignants est passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende. Donc c'est quelque part... Je pense que c'est la seule catégorie, en dehors du chef de l'État, qui soit protégée de la sorte. Exactement. Exactement. Dans le cadre d'outrage aux magistrats ou au chef de l'État. Exactement. Oui. Donc, pour dire que, arrivé à un point où on apprend qu'il y a des magistrats, des juges qui ont été tabassés par des Imbonerakure, c'est quand même un constat que notre pays s'enfonce de plus en plus dans un gouffre qu'on ne sait pas en fait. On n'arrive pas à comprendre où est-ce que réellement notre pays va. Vous venez presque de le dire, mais on avait déjà entendu justement des Imbonerakure impliqués dans de nombreux crimes, et c'est même pour cela que les Nations Unies les ont qualifiés de milices. Mais c'est la toute première fois qu'on entend une telle chose sur le sol burundais.
n'est-ce pas? Effectivement, c'est la toute première fois et comme je le disais, ça montre en fait le pouvoir qu'a la milice Imbonerakure dans notre pays. Et je me dis, c'est aussi la définition de la milice. Quand on parle de la milice, c'est que c'est un groupe de gens qu'on n'arrive pas à contrôler. Aujourd'hui, ils sont en train de tabasser les juges, demain ils vont tabasser les ministres et puis les députés et puis voire même le président de la République. Donc on peut dire que la milice Imbonerakure arrive à un point où elle a réellement des pouvoirs illimités dans les affaires du pays et surtout ça devient vraiment un instrument de violence dans notre pays. Bonne gouvernance à présent, les postes politiques devraient être différenciés des postes techniques lors du recrutement pour permettre aux Burundais de bénéficier des mêmes chances. C'est l'avis de Faustin Ndikumana, expert en économie, qui estime qu'actuellement le recrutement se fait selon des critères non objectifs. Suivez-le. Et d'abord, quels sont les postes politiques aujourd'hui? Les postes politiques sont des postes pour lesquels on nomme les gens à partir des décrets, à partir du militantisme, des opinions politiques, alors que les postes techniques, on nomme les personnalités à partir du mérite et de la capacité technique et de par leur formation. Par exemple, dans le ministère, le ministre et son assistant sont les seuls postes politiques. Le reste, ce sont des postes techniques, des entreprises, des entreprises parapubliques, ce sont des postes techniques. Donc, il faut vraiment s'attirer à séparer les postes politiques et les postes techniques. D'abord, si on ne le fait pas, quelles sont les conséquences? Il y a d'abord une perte double, d'abord liée à l'incapacité, des fois, des gens qui sont nommés dans des postes de responsabilité. Et alors, on perd d'abord au niveau du salaire dont il bénéficie alors qu'il n'a pas de capacité technique pour s'acquitter de la mission qui lui est assignée, surtout au niveau du rendement de son travail. Et on assiste des cas où beaucoup de pléthore dans l'administration, dans les entreprises publiques, parce que on commence à recruter massivement suite aux critères politiques, se disant qu'on est en train de remercier les militants. Et il y a l'impunité de voix qui s'introduit. Les gens qui sont nommés comme sur des postes politiques et considèrent le parti politique comme le bouclier protecteur. Et il y a les cas de corruption impunis qui tendent à se généraliser. Je crois vraiment que pour un meilleur rendement des entreprises publiques, de l'administration, il faut vraiment une séparation des postes politiques et des postes techniques. Parce que des fois, des entreprises sont mal gérées, tendent à fermer, à licencier les personnels suite des fois à l'incompétence de leur direction. Et des grèves qui sont signalées ici, la suite à l'incompétence de leur direction. Et aussi, dans les administrations, on peut assister à l'incapacité d'élaboration des projets ou bien de suivi, d'élaboration des documents et des rapports. Donc, j'imagine que la séparation des postes politiques et des postes techniques est le fondement mais d'un gouvernement qui se dit gouvernement responsable. Donc, au niveau aussi de la transparence dans le recrutement, il faut redynamiser la Commission nationale de recrutement et faire la publicité des postes à pouvoir élaborer un plan de recrutement pour que les fils et filles de cette nation puissent bénéficier de l'égalité des chances à l'accès à l'emploi. Et dans la poursuite des témoignages des victimes et des différentes crises que le pays a connues, les témoignages que vous avez l'habitude de suivre sur la télévision Renaissance, aujourd'hui vous allez suivre le témoignage de Madame Ndaïchimi Eclair, enfant de feu Simba et Samuel, porté disparu en 1972. À cette époque, il était directeur d'une école primaire. Depuis ce jour, ses enfants n'ont pas les nouvelles de leur père. Suivez ce témoignage. naho twara abana twarababaye kuko hace haba ikintu gihindutse giturumbuka. Nous étions attristés. Même si nous étions encore des enfants, on a ressenti le changement. Une famille avec la présence de 2 parents est plus épanouie. C'est comme si le ciel nous est tombé dessus. Nous remercions Dieu parce que notre maman est restée. Elle est devenue notre consolation. Maman avait pris la même habitude de papa. Je ne sais pas si c'est papa qui l'avait influencé dans ce sens. Maman nous encourageait. Elle disait que papa
aimer des enfants studieux et nous encourageait à bien travailler. Il y a une phrase qu'elle nous répétait souvent, papa a dit. On suivait les bonnes choses que papa aimait et attendait de nous. Moi, personnellement, je pensais à son retour. Je ne dirais pas que j'y pense toujours aujourd'hui, mais j'espérais toujours le revoir venir comme il était parti. Je ne sais pas exactement à quel moment ces pensées m'ont quitté, mais c'est récent. C'est très important de faire son deuil et enterrer quand on perd un être cher. J'ai attendu plusieurs années. On en parlait avec Donna. Elle m'a dit aussi qu'elle espérait qu'un jour papa reviendrait. Mais il n'est jamais revenu. Mon souhait est que les gens puissent s'en sortir. Ce genre de circonstances sont très désolantes. Je sais qu'il y a plusieurs Burundais qui le pensent aussi. Que l'on perde un être cher de manière classique, en mort de suite d'une maladie, d'un accident, je prie beaucoup pour cela. Que les Burundais ne soient pas en conflit pour des choses inutiles. wagize isanganya abantu bakakwegeranya bareke kuja bapfa ubusa. Pour suivre l'intégralité de ce témoignage, rendez-vous vers la fin de cette semaine sur la plateforme de YouTube de la télévision Renaissance. Et page santé, avant de clore cette édition, l'accélérateur d'outils d'accès au Covid-19 pour parvenir au développement rapide est l'un des souhaits des différents chefs d'État dans le monde. Dans une réunion virtuelle organisée ce jeudi par l'OMS, le président rwandais Paul Kagame a fait savoir que l'urgence de trouver un vaccin contre le coronavirus et la distribution équitable des vaccins pourra donner l'espoir de relever l'économie des pays. Je vous propose de le suivre. Important international initiatives underway in the world today and perhaps Celle-ci est l'une de l'initiative très importante qui ne pourrait même pas être ailleurs dans le monde. J'en profite pour présenter mes remerciements à l'Organisation mondiale pour la santé, la Commission de l'Union européenne, ainsi qu'autres organisations qui donneraient le soutien dans le domaine de la santé. Chaque pilier est très important, mais celui en rapport avec le vaccin pour le Covid-19, c'est la fondation qui nous donne espoir à rehausser notre économie et pour que la population puisse également vaquer aux activités. À travers ces nouveaux moyens, on peut espérer que la distribution du vaccin, aussi bien que dans la transparence et sur le même niveau, pourront accroître les activités du développement qui nous avantageraient nous tous. Nous allons également suivre que ces piliers et autres matériels sont bien arrivés là où ils devaient être distribués tant nécessaire. Actuellement, certains pays se trouvent dans une situation dramatique plus que les autres et les populations ont besoin d'être beaucoup soutenues. Et en bref, avant de clore cette édition, rappelons que les 4 reporters du Goudo Presse Iwachu totalisent ce vendredi 326 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel également, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.